Bienvenue dans Laval à Mille et une Culture. Dans cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Wilson Sanon, président de l'Association de l'anémie falciforme du Québec. M. Sanon qui a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec récemment et qui a aussi eu la médaille du gouverneur général pour son implication au niveau des différentes communautés du Québec. Bonjour, M. Sanon. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bien. On vous connaît beaucoup par l'anémie falciforme, mais moi, j'aimerais d'abord pour les gens qui nous regardent, qu'ils sachent qui est l'homme derrière Wilson Sanon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, essentiellement? Bien, je suis tout simplement un citoyen, un papa, un mari, et puis un fondateur de cette association qui se nomme Association d'anémie falciforme du Québec. Et puis, un organisme bénévole, voué, qui vient en aide aux enfants et aux familles souffrant d'anémie falciforme. Donc, une maladie génétique héréditaire qui touche majoritairement les gens de race noire, mais pas uniquement, parce qu'on la retrouve chez d'autres peuples, mais elle fait des ravages énormes. Elle reste encore très méconnue, très mal connue, très peu connue, si vous voulez. Donc, c'est une déficience des globules rouges. Les globules rouges s'autodétruisent trop rapidement, ça amène une anémie sévère, et l'autre mot falciforme, au lieu d'être rond et lisse, ils prennent de demi-lune. Des gens disent de forme banane. Moi, depuis quelque temps, j'utilise de forme piment. Piment. Voilà. Pourquoi? Parce que les enfants disent ça brûle, ça fait mal. Quand il y a les globules rouges se déforment, ils bloquent dans les petits vaisseaux. Alors, étant donné que ça touche majoritairement les gens de race noire, nous mangeons épicé. Donc, je trouve que c'est un symbole assez puissant pour parler de la maladie. Dans le livre, on dit, depuis quelque temps, même les médecins ils utilisent présentement, au lieu d'utiliser une banane ou une forme de demi-lune, ils parlent de piment. De piment. De piment, voilà. D'accord. Puis le rouge du piment est là. Et là, il ne change pas, la couleur ne change pas. Voilà, donc, exactement. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi avoir... parce que c'est une maladie qui touche les populations noires, mais il y en a d'autres. Hein, puis pourquoi vous êtes senti interpellé? Pourquoi vous avez senti cette nécessité de créer Eh bien, écoute, vous savez, cette maladie m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Si j'avais le choix de choisir, je ne l'aurais pas choisi. Je comprends. Bien, ça m'a tombé dessus. Donc, j'ai eu 2 enfants qui souffrent de cette maladie-là. Vous savez, pour en être atteint, donc, il faut qu'on soit porteur. Donc, j'ai le trait, ma femme a le trait. Donc, en termes de transmission, par rapport à l'anémie falciforme, c'est 1 sur 4. Donc, alors, c'est très élevé en termes de transmission. Donc, alors, j'ai eu 2 enfants souffrant de cette maladie-là parce que nous étions porteurs. Donc, alors, malheureusement, j'ai perdu mon premier fils suite aux complications de la maladie. Et j'ai eu ma fille aînée, donc, qui était atteinte aussi, et qui a été greffée. Donc, c'est la seule façon de se guérir de cette maladie-là, parce que ça reste une maladie incurable qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un exemple, en Afrique, on parle de 350 000 naissances à travers le monde. 50% n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Donc, alors, à comparer aux autres maladies génétiques, c'est une des plus grandes maladies génétiques du sang au monde. Même selon l'OMS le dit très bien. Donc, alors, elle place en tête de liste devant la malaria, le sida et la tuberculose. Donc, alors, ça tue beaucoup, ça tue beaucoup. Une maladie qui est aussi centenaire, hein, si je me trompe. Tout à fait, oui. Voilà. Ça fait plus que 100 ans qu'on l'avait diagnostiqué chez un jeune Jamaïcain. Et malheureusement, il y a très peu de développement en termes de recherche. Et pourquoi on a autant de misère à arriver? Ben, malheureusement, ça touche en grande majorité. Cette maladie est trop ciblée. Et puis, si on parle de malaria, un Québécois qui se retrouve en Afrique, qui a facilement peut attraper la malaria, mais il ne peut pas attraper l'anémie falciforme. Parce qu'on parle d'une maladie génétique. Quand on parle de maladie génétique, parce que c'est des maladies qui sont des maladies orphelines. Des parents pauvres. Donc, alors, les bailleurs de fonds, les compagnies pharmaceutiques sont
pas trop chaud à mettre, à ouvrir sortir le chéquier pour encourager les chercheurs. Les chercheurs sont présents, mais ça prend de l'argent. Donc, c'est une des problématiques. On voit la tendance maintenant, ça commence à bouger, mais encore, on est très loin de l'avancement au niveau en termes de recherche. Okay. Voilà. Puis vu au niveau de l'association qui est née ici au Québec, en quelle année au fait? L'association est née en 1999. Donc alors depuis lors, on fait des actions en termes pour faire sortir cette maladie de l'anonymat dans l'ombre et faire beaucoup de travail de sensibilisation en termes de dépistage et de travail pour faire prendre conscience aux gens de la communauté qui ignorent même s'ils avaient cette maladie-là ou bien que cette maladie fait des ravages dans la communauté. Donc, on a fait un travail de sensibilisation, d'éducation auprès de la communauté à risque pour le dépistage et un travail de sensibilisation aussi auprès des autorités politiques, autorités médicales et dans les centres hospitaliers pour une prise en charge la plus adéquate et adaptée et au niveau politique pour un dépistage néonatal universel. C'est un combat qu'on a mené depuis 2002 et Dieu merci, après beaucoup de luttes, et on a finalement réussi à faire fléchir les colonnes du gouvernement et ils ont décidé d'agir, de mettre en place un programme de dépistage qui est en place depuis 2013 dans la grande région de Montréal et puis 2016 à travers le Québec au complet. Donc, il y a une grosse bataille dont, personnellement, je peux dire, je suis très fier de ce combat-là. Je sais personnellement que c'est un combat que vous avez porté. J'ai suivi l'évolution depuis très longtemps. Puis, qu'est-ce que ça change d'avoir parce que c'est déterminant, ce dépistage déterminant, parce que quand on dépiste à la naissance, il y a une prise en charge et on améliore la qualité de vie. On change complètement la vie de cet enfant-là. Parce que quand on dépiste, on donne des antibiotiques adéquats, des médicaments adéquats, et ça change, ça donne aux enfants de grandir en santé. Oui, puis de pouvoir vivre plus longtemps. Faire le certificat comme tout le monde. Tandis que, pourquoi j'ai mentionné tantôt, en Afrique, on a autant de mortalité, parce qu'il n'y a pas de programme de dépistage. Il n'y a pas de prise en charge. Tandis que, on sait très bien, le dépistage amène une prise en charge adéquate et puis permet aux enfants de grandir en santé et d'avoir une meilleure qualité de vie, d'espérer, de faire vivre comme tout le monde. Comme tout le monde. De profiter de la vie. Tout à fait. On parlait d'expérience de vie à 21 ans avant, puis elle s'allonge maintenant. Ça a évolué énormément. Bon, présentement, pour en arriver présentement, l'espérance de vie chez les garçons, c'est 50 ans. Les femmes, on met à 55 ans. Mais il faut qu'il y ait une prise en charge adéquate. On ne parle pas d'Afrique, on ne parle pas d'Haïti. Donc, alors, ça va beaucoup plus vite. OK. Puis, c'est quoi la prise en charge qu'on a ici quand on est porteur de l'anémie falciforme, qu'on est malade, qu'on est de forme partielle ou totale? Parce que c'est surtout la forme totale qui est la plus problématique. La prise en charge, dès que, en fait, à la naissance, on fait le test de dépistage et aussitôt qu'on dépiste, on a un cas, on le transfère à Sainte-Justine dans les centres spécialisés. Il y a présentement 2 centres spécialisés, Sainte-Justine et Montréal pour enfants. Le personnel est là, il y a une clinique uniquement consacrée aux enfants souffrant d'anémie falciforme et on ne voit pas les enfants uniquement quand ils sont en crise, il y a tout un programme qui est mis en place. Donc, il en est de même du côté de Montréal pour enfants. Il y a quelques années de ça, dans le passé, il n'y avait pas de clinique pour adultes. Parce que quand on a l'anémie falciforme, c'est à vie. Rendu à l'âge adulte, il y a 10 ans de ça, donc il n'y avait pas de clinique de suivi. Alors, et on avait beaucoup de cas de mortalité aussi parce qu'il n'y a rien qui se passait. Donc, alors, une autre bataille qu'on a menée présentement, on a 2 cliniques pour adultes, en ce sens, qui est du côté de
Choum et Royal Victoria. Donc les choses évoluent, mais il y a encore du travail à faire comparativement aux autres maladies qui touchent les autres communautés. D'accord. Je savais aussi que parmi les défis qu'il y avait pour les jeunes, surtout les jeunes professionnels atteints de l'anémie falciforme, il y avait la prise, pas juste la prise en charge médicale, mais le fait de pouvoir avoir une assurance et tout. Est-ce que ça a changé, ça? Ça n'a pas changé. Il y a toujours la discrimination à ce niveau-là. Il y a cette discrimination médicale qu'on l'appelle. Et donc, on pense que ces gens-là, ils risquent de coûter trop cher aux compagnies pharmaceutiques. Donc, il y a encore du travail. Mais il faut dire aussi, c'est quelque chose qui touche particulièrement à l'anémie falciforme. Ça touche les autres maladies également. Donc, le gouvernement, particulièrement fédéral, travaille là-dessus. On milite pour qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose de difficile. Mais présentement, il y a 2 ou 3 compagnies qui offrent ce genre de couverture, mais la prime est plus élevée. Donc, et ceux qui arrivent à trouver un emploi via leur entreprise, vers leur emploi, ils sont capables d'aller chercher une assurance. Donc, à ce niveau-là, il y a une petite amélioration, un brin d'espoir, mais il faut continuer à pousser, à faire changer les choses. D'accord. C'est un gros travail que vous portez à bout de bras, là. Mais c'est quoi les défis auxquels vous faites face? Puis quelles sont les attentes? Pas juste le gouvernement, mais des communautés, parce que ça nous touche. Tout à fait. Les défis pour nous, c'est, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de médicaments actuellement pour venir en aide à ces gens-là, parce qu'il y a très peu de recherche. Le défi, c'est plus particulièrement aux transfusions de sang. Et on a constaté depuis quelques années, il y a beaucoup de facilité, beaucoup de possibilités. En transfusant, on améliore la qualité de vie de certaines personnes. Mais quand on ne peut pas transfuser uniquement sur la base du groupe sanguin, donc il faut faire des tests de compatibilité. Donc pour trouver la compatibilité, il faut avoir des donneurs qui sont de la même communauté, donc qui partagent le même bagage génétique. Sinon, le malade risque de faire des réactions et puis son anticorps peut se développer beaucoup plus. Donc, on encourage les gens de la communauté à être plus sensibles par rapport à ça, aux dons de sang. D'ailleurs, c'est une grande fierté. Il n'y a pas rien qui est comparable au sentiment de bien-être après avoir fait un don de sang, sachant très bien, on donne un don, il y a 4 vies, on aide un malade, quelqu'un d'autre à aller mieux. Donc, des fois, c'est le fils du cousin, le frère. Donc, on a tous connu quelqu'un qui a sauvé de façon. Le défi est là de sensibiliser, d'éduquer les gens par rapport aux dons de sang. Et puis, l'autre défi, c'est de faire connaître auprès du gouvernement, accepter que c'est une maladie qui tue encore, malgré, on est en 2018, même au Québec, encore plus en Afrique. Donc, que cette maladie soit reconnue comme une maladie de santé publique, à ce qu'il y ait beaucoup plus de soutien pour changer et permettre aux gens d'augmenter l'espérance de vie. Donc alors, le défi. On va finir sur votre dernier mot. Est-ce que vous avez des projets ou un appel à faire? Donc, bientôt, samedi prochain, c'est notre 8e conférence sur la maladie et qui se tiendra à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Donc, et puis, notre projet majeur qu'on espère un jour réaliser, c'est une maison de répit pour les patients, pour les familles souffrant d'anémie falciforme, avec tous les services nécessaires, psycho, massothérapie, conseil génétique. Ça, c'est un projet majeur qu'on travaille là-dessus. Espérant un jour qu'on pourrait avoir, avant que je me retire de dire on laisse une maison à cette maladie-là, en fait, pour que les gens soient capables d'avoir un temps de répit et pour avoir une meilleure qualité de vie. Voilà. Puis, M. Sanon, beaucoup de maladies ont des porte-paroles, des gens connus qui portent à bout de bras cette maladie, puis qui font qu'elle est exposée, puis là, le soutien qu'il faut, je pense à la fibrose kystique et autres. Est-ce que vous avez, vous, au niveau de l'anémie falciforme, c'est quelque chose que vous avez?
Non, malheureusement. Et puis, on est toujours en mode de recherche. Et puis, on lance des appels, on rencontre des gens, on demande. On a fait beaucoup de choses pour essayer de mettre la main sur quelqu'un. Malheureusement, on n'en a pas. La seule personne qui avait accepté dans le passé de nous donner un coup de main, c'était Dany Laferrière. Et puis, après 3 ans, on a fait toutes sortes de tentatives. Malheureusement, pour avoir une icône de quelqu'un comme Corneille, je pense à Corneille, je pense à beaucoup d'autres. Ah oui, Bouka Diouf, il y en a d'autres. Qui est un scientifique aussi. Donc, alors, j'ai fait des appels et c'est des gens à qui j'ai déjà contacté. Et puis, pour toutes sortes de raisons, ils sont trop occupés, qu'ils soient Grégory Charles de ce monde. Donc, alors, c'est toujours le même refrain. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on est occupé. Et puis... peut-être pour certains d'autres, ça représente l'anémie falciforme boulet. Oui, c'est pas une maladie sexy. La maladie n'est pas sexy. Tu l'as dit, c'est très bien. Et d'autres m'ont déjà dit. Oui, c'est pas une maladie sexy. Donc alors, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, en fait, on s'associe aux causes connues. Donc alors, le crédit social n'est pas là d'aller chercher de supporter comme la cause, comme l'anémie falciforme. Donc alors, ça c'est le gros dilemme. J'espère qu'on trouvera un jour quelqu'un pour être un porte-étendard. L'appel est lancé à Bouka Diouf, à Corneille et à n'importe quel autre artiste connu, ou même aux jeunes. Pourquoi pas un groupe de jeunes émergents qui vont être les porte-paroles de l'anémie falciforme. C'est ce que quelqu'un m'avait dit. Il fallait travailler avec les jeunes. Formater une vedette. Exactement. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Voilà. Maintenant, on donne la parole à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour Khady, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une exposition qui s'intitule « Nous et les autres ». Alors, la semaine québécoise des rencontres interculturelles s'est achevée, mais la réflexion et l'éducation autour du vivre ensemble doivent continuer. Alors, je vous propose cette exposition qui est en cours au musée Armand Frappier de Laval du 15 septembre jusqu'au 30 août 2019. Donc, nous et les autres, c'est aussi, le sous-titre, c'est aussi des préjugés au racisme. Donc, c'est quoi cette exposition? C'est l'adaptation d'une exposition conçue et réalisée par le Musée de l'Homme de Paris. Elle allie la science biologique aux sciences humaines pour apporter un éclairage scientifique au phénomène du racisme. L'exposition permet donc de comprendre scientifiquement ce qu'est le racisme, de même que comment et pourquoi ce phénomène se met en place dans nos sociétés. Elle fait également état des connaissances actuelles sur le sujet, notamment celles qui touchent la génétique humaine et qui confirment que la notion de race n'est pas valide scientifiquement chez l'humain. Alors, l'exploration se fait au moyen de productions multimédia, interactifs, numériques, des ateliers animés et bien sûr des activités au laboratoire pour les petits et les grands en compagnie des animateurs scientifiques du musée. C'est donc, comme je l'ai dit tantôt, ça a commencé le 15 septembre, ça se poursuit jusqu'au mois d'août 2019 au 531 boulevard des Prairies à Laval. Je vais parler aussi d'initiation au ski parce que le temps frais arrive. Alors, le Centre de la Nature propose une initiation au ski et à la planche à neige. C'est une activité qui est réservée aux enfants de 5 à 8 ans. Donc, les parents sont bien sûr invités à être là. Elle est réalisée en collaboration avec l'Association des stations de ski du Québec. Et c'est quelque chose qui se fait sur une planche sèche. Vos enfants seront initiés gratuitement à ce sport en toute sécurité. L'équipement de ski et de planche à neige est fourni. Vous n'aurez qu'à présenter une pièce d'identité pour faire le prêt d'équipement. Donc, à quel moment vous pouvez y aller? C'est les week-ends et les jours fériés de 10h à 15h du 1er septembre à la mi-novembre. Donc, contactez le Centre de la Nature pour être sûr des dates aussi. Donc, je vais en profiter pour vous parler du Centre de la Nature, qui est un magnifique parc à explorer tout au long de l'année grâce à ses activités spéciales ou saisonnières, mais également en tout temps, en fait. Pour faire une petite histoire du Centre de la Nature, le Centre de la Nature se situe sur un terrain qui avant était une ancienne carrière et un ancien dépotoir. Donc, l'implantation de cette carrière, ça part en 1915 jusqu'à la construction
dans les années 1940 d'un juvénat par la congrégation des frères maristes qui deviendra plus tard une école secondaire. Le centre de la nature tel qu'on le connaît est un espace qui est vraiment unique dans la façon dont elle a connu sa reconversion en Amérique du Nord. Et tel qu'on le connaît, il a vraiment vu le jour en 1968 lorsque le terrain va être racheté par la nouvelle ville à l'époque de Laval suite à un projet qui a été soumis par un monsieur qui s'appelait Monsieur Maurice Blain. Le parc va donc par la suite être agrandi dans les années 90. Donc vous pouvez donc profiter de cet espace toute l'année en allant explorer par exemple les sentiers de marche, que ce soit pour observer la nature ou pour pratiquer de la randonnée pédestre. Vous avez à votre disposition 5 km de sentiers piétonniers qui sont accessibles tous les jours de 8h à 22h. Vous pouvez aussi aller visiter la ferme. Voir plusieurs animaux, des poules, des chevaux, des chèvres, des canards, les enfants aiment bien ça, mais aussi des alpagas, quelque chose qu'on voit pas très souvent, et différentes espèces d'oiseaux aussi, et bien plus encore. Donc là encore, c'est tous les jours de l'année, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, et samedi et dimanche, c'est de 9h30 à 18h. Une autre activité que vous pouvez faire toute l'année, c'est un dépaysement qui vous est offert en allant visiter la serre tropicale. Donc du lundi au vendredi 9h30, 16h30, les samedis et dimanches de 9h30 à 18h. Voilà donc pour le Centre de la Nature. Et maintenant, je vais vous parler du rendez-vous de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme qui organise en fait une journée. Ils disent que ce n'est pas une formation, mais c'est plus une journée atelier qui aura lieu le 15 novembre de 9h à 16h30 à Trois-Rivières, mais il est possible de suivre l'atelier par web diffusion. Donc l'inscription est requise pour participer à ce rendez-vous. C'est le 21e rendez-vous de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Le thème de cette année, c'est le TSA sous tous ses angles. Cette première de 5 rencontres portera sur la mise en valeur des connaissances et initiatives des intervenants, des praticiens, des chercheurs qui sont concernés par le soutien aux différents milieux de vie de l'enfant ayant un TSA âgé de 0 à 12 ans. Donc c'est très spécifique par rapport à l'âge des personnes qui sont touchées. C'est une journée qui s'inscrit dans le cadre des activités de transfert de connaissances de cet institut-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons Sheran Jean-Paul Figaro. Sheran est directrice artistique et chorégraphe de la compagnie Aurédance Création. Bonjour Sheran. Bonjour Kazi. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sheran, on va d'abord s'attacher à te connaître un peu plus. Toi, tu es une artiste, une danseuse, mais tu es d'origine haïtienne. Oui. Et tu es née ici, tu viens d'Haïti? Oui, je suis née en Haïti. Mm-hmm. Et j'ai été élevée en Haïti. J'ai fait mes études primaires, secondaires et aussi mon baccalauréat en sciences comptables aussi que j'ai fait en Haïti. Puis ensuite, je suis arrivée au Québec, ça fait quelques années avec ma famille. Mais avant, dans mon parcours, j'ai aussi fait une maîtrise en administration des affaires aux États-Unis. Et là, j'évolue ici à Montréal en tant qu'artiste, en tant que chorégraphe. D'accord. Mais je vois votre parcours, vous me dites sciences comptables, MBA, des études en finance, puis ça mène à la danse ou la danse était là avant? La danse était là. La danse était là en même temps parce que j'ai commencé mes cours de danse, j'étais au primaire, donc les études de la danse, mais sans pour autant savoir dès le départ que je me serais attachée à la danse à ce point-là pour faire des efforts pour garder ce domaine en parallèle dans ma vie. Donc, oui. Mais pourquoi la danse spécifiquement? Ça aurait pu être le chant, c'est le cinéma, oui, c'est pourquoi la danse? La danse, comme pour moi, c'est
ça fait appel au mouvement, ça fait appel au corps. Et je suivais des cours de musique, des cours d'art culinaire, mais ça ne m'a jamais interpellée autant que la danse par rapport au fait que je sentais toujours que c'était le meilleur moyen pour moi de m'exprimer. Et donc, on dit des fois la danse nous choisit aussi, mais peut-être de façon inconsciente, j'ai choisi la danse aussi à un moment donné. D'accord. Et vous avez choisi la danse traditionnelle haïtienne. Oui. Donc, votre compagnie Auré Danse Création se spécialise dans le mouvement. Je sais que vous n'aimez pas le mot mouvement, c'est plus qu'un mouvement, mais la danse haïtienne, elle se caractérise par quoi, la danse traditionnelle haïtienne? Ben, la danse, pour moi, la danse traditionnelle haïtienne, ça représente comme un carrefour, comme une cruche, disons, où se retrouvent différentes influences. Parce qu'il y a des danses qui viennent de pays africains dû à l'esclavage. Il y a des danses qui viennent de l'Europe également. Et il y a des danses qui existaient déjà sur le territoire avec les Amérindiens qui vivaient déjà. Les Taïnos. Exactement. Oui, voilà. Donc ce mélange de culture, de mouvement, de gestuelle, pour moi, fait que la danse haïtienne traditionnelle est très riche et très variée. Il y a aussi une polyrythmie très, très diversifiée et très complexe également. Et ça met toujours l'humain au cœur de cet art-là qui est la danse. D'accord. Quand vous me dites des danses africaines, c'est beaucoup le bassin et trucs, puis des danses européennes, c'est plus... peut-être plus vertical. Plus vertical, oui, voilà. Oui. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Oui, oui. Un mélange harmonieux. C'est ça, parce qu'il y a différents rythmes aussi. Donc, il y a des rythmes qui ont cette influence européenne. D'accord. Il y a des rythmes qui ont beaucoup plus l'influence africaine et amérindienne. Donc, c'est ce bassin-là que, pour moi, c'est que ça caractérise très bien la danse traditionnelle haïtienne. D'accord. Vous avez votre compagnie qui va bientôt fêter 10 ans. Oui. Oui, Auré Danse Création. Oui. Auré du nom de votre de ma fille, de qui votre s'appelle fille. Aurélie. Oui. C'est ça que vous m'avez dit. Pourquoi une compagnie, puis comment ça s'est fait? Auré Danse Création est venue, je dis toujours, c'est une aventure, c'est un projet, comme un projet de vie, qui est venu par disons, le besoin d'enseigner, de passer à d'autres cette connaissance que j'ai acquise, de transmettre les pas, de transmettre la culture aussi haïtienne. Et avec tout ce qu'il y a comme symbolique également. Donc, c'est comme pour moi un travail non seulement de transmission, mais aussi de mémoire pour ne pas perdre ce que j'ai reçu. Et pour moi, la meilleure façon de ne pas perdre ça, c'est de le passer à d'autres personnes. D'accord. Donc, c'est une compagnie où vous enseignez la danse, oui. Puis vous faites des performances. Donc, oui, voilà. Également, on fait de la création. Et quand vous dites transmettre, ça veut dire qu'on vous l'a transmis aussi, vous? Oui. De quelle façon? Est-ce que vous étiez dans une école de danse avant? Oui. De quelle école on parle? Oui, j'ai commencé avec Viviane Gauthier, qui est de Regretter Mémoire, quand j'étais petite. Ensuite, après mes études secondaires, j'ai rejoint la compagnie Haïti Tchaka Danse en Haïti. Et c'est là que j'ai vraiment beaucoup appris. Et par la suite, quand je suis arrivée au Québec, j'ai continué ma formation dans différents autres styles également pour explorer et pour faire des ponts par rapport à ce que moi j'avais reçu au style que je fais. Okay. Et donc c'est ça le parcours, disons, dans ce que j'ai eu. Oui. Puis au fil des ans, donc vous l'avez créé 10 ans bientôt, qu'est-ce qui a évolué pour vous au niveau de la danse haïtienne, au niveau de la visibilité, au niveau de la scène? On parle souvent d'une invisibilité des artistes noirs et des minorités. Comment ça a évolué pour vous? Bien, pour moi, je dirais que ça a évolué comme je suis passée de danseuse-interprète à enseignante, ensuite à chorégraphe. Et ça, je trouve que maintenant, ça me permet de bien faire passer des messages universel, mais à travers un médium ou bien à travers un style que d'autres personnes connaissent moins. Et je remarque que plus on crée avec la compagnie, plus on crée, plus on est capable d'atteindre d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de culture haïtienne. Et je trouve que cette évolution-là, c'est un point extrêmement positif parce que
en général, des gens, des fois, vraiment sans mesquinerie, sans arrière-pensée, pensent que si c'est de la danse haïtienne et qu'ils ne sont pas d'origine haïtienne, qu'ils ne sont pas haïtiens, ils ne vont rien comprendre. Et je trouve que ça a tendance à changer maintenant. Et à travers les créations, je pense que c'est vraiment un point positif par rapport à ce qu'on faisait au début. Puis vous passez quoi comme message? Vous avez parlé de passer des messages dans vos créations. Les messages que nous passons, ce n'est pas des messages, disons, moralisateurs. C'est plutôt quelque chose qu'on a à dire. Par exemple, on a fait un spectacle en 2015 sur la maladie. Donc, c'était voir c'est quoi les réactions d'un être humain à travers la maladie. Et c'est sans pour autant dire aux gens, quand vous êtes malade, vous devez être ci, vous devez être ça. Mais ça a permis d'engager une réflexion, disons, par rapport à la maladie, par rapport à ce que quelqu'un peut vivre, parce qu'on avait eu beaucoup de témoignages aussi par la suite. Pour finir, chère Anne, c'est quoi les projets? On va finir sur vos projets. Avez-vous des projets à court terme pour fêter les 10 ans, j'imagine? Oui, pour fêter les 10 ans, on prépare un événement vraiment de célébration. Mais ça sera l'année prochaine. Mais pour cette année, on a un spectacle qui s'en vient au mois de décembre. On travaille là-dessus. Donc, puis aussi, il y a d'autres projets de création et aussi de collaboration avec d'autres artistes qui sont en train de prendre forme, disons. D'accord. Donc, on invite les gens à vous suivre sur votre page web et sur votre page Facebook, Aurédance Création. Oui. Merci, chère Anne. Merci. On va donc se quitter sur un extrait de votre spectacle Sésame. Voilà. Et merci à vous qui nous suivez à la maison et on vous dit à la semaine prochaine.